Parce qu'il se passe énormément de choses autour de la guerre des États-Unis avec l'Iran, et qu'on essaie de savoir jusqu'où cela va s'étendre, et ce qui pourrait arriver ensuite, ce sont toutes des questions pertinentes. Mais à mon avis, il y a un enjeu plus vaste qui ne reçoit absolument pas assez d'attention. Et il pourrait être bien plus important que la seule question de savoir s'il y aura une guerre avec l'Iran, comment elle pourrait se résoudre, ou même le prix du pétrole. Il s'agit des conséquences que cette guerre pourrait avoir, d'une manière à laquelle très peu de gens pensent. Mais heureusement, une personne y réfléchit, et nous l'avons dans notre émission aujourd'hui. Nous sommes très heureux de retrouver Mike Adams, également connu sous le nom de Health Ranger. Il est le fondateur de toutes les plateformes Brighton. Vous trouverez certaines de ces informations sur brightonvideos.com. C'est aussi un développeur en intelligence artificielle et l'auteur du best-seller numéro 1, Food Forensics. Mike, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci Daniel. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission. J'apprécie beaucoup votre travail moi aussi, donc je suis honoré d'être ici. Eh bien, merci beaucoup. C'est l'une de ces situations un peu étranges où je suis vraiment content de vous recevoir aujourd'hui, mais l'émission va être assez sombre. Cela dit, nous avons des informations que je pense les gens doivent connaître. Parce que cette guerre doit prendre fin pour bien plus de raisons que ce que certains peuvent imaginer. La guerre en elle-même est mauvaise, donc elle doit cesser, surtout lorsqu'elle n'a aucun effet positif. Mais celle-ci, en particulier, s'inscrit dans une situation bien plus vaste. Pour planter le décor de ce dont nous allons parler, les deux questions essentielles sont probablement les suivantes. Premièrement, le détroit d'Ormuz reste fermé. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Le commandement central des États-Unis continue de publier des choses. Le président Trump affirme périodiquement que le détroit est ouvert et que le trafic se déroule normalement. Mais ce n'est jamais le cas quand on regarde ce qui y transite réellement. Et maintenant, c'est encore plus compliqué, parce que les Houthis, au Yémen et dans la zone de la mer Rouge, ont fermé le détroit de Bab el-Mandeb. Ils ont déjà attaqué des navires saoudiens au début de cette crise, ce qui l'a vraiment mis en évidence et a fait monter le prix du pétrole. Ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. Mais quelque chose que vous avez publié il y a quelques jours a retenu mon attention encore davantage. Il s'agit de cet article que vous avez écrit, intitulé « La guerre de Trump contre l'Iran est une guerre contre la sécurité alimentaire mondiale ». Et voici les calculs qui le prouvent. Et ça a vraiment retenu mon attention, parce que l'article commence en disant que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a de fait fermé le détroit d'Ormuz. Et les médias traditionnels traitent ça comme une histoire géopolitique. Sur les prix du pétrole et les démonstrations navales. Ils passent à côté de la véritable histoire, la famine à venir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à écrire cet article? Qu'entendez-vous par la famine à venir? Vous n'avez pas écrit l'éventuelle famine à venir. Oui, à ce stade, c'est déjà intégré. Alors, permettez-moi de donner un peu de contexte, au cas où vos téléspectateurs ne connaîtraient pas mon parcours. On me connaît sous le nom de Health Ranger, et je dirige un laboratoire d'analyse alimentaire par spectrométrie de masse, un très grand laboratoire situé dans le centre du Texas. J'en suis le fondateur et je suis un spécialiste des sciences alimentaires publiées. Par ailleurs, mon entreprise, Health Ranger Store, importe des aliments du monde entier, puis nous les testons dans notre propre laboratoire. C'est en quelque sorte ce pourquoi nous sommes connus. Mais nous connaissons très bien les chaînes d'approvisionnement alimentaire, les fournisseurs internationaux de denrées, ainsi que certaines des tensions qui pèsent actuellement sur le système. Les retards, les mauvaises récoltes. Lorsqu'elles se produisent, nous en serons informés avant tout le monde.
ou plutôt, avant les conservateurs de détail. Oui, Donc voilà, vous savez, je suis développeur en IA, et l'autre jour, j'ai lancé toute une série d'agents d'IA pour faire des recherches là-dessus. Je me posais la question suivante. Quel pourcentage de la production mondiale totale d'engrais provient réellement du Golfe Persique? Si l'on ne considère que les engrais commercialisés par voie maritime, c'est environ 30%. Mais par rapport à la totalité des engrais produits dans le monde, qui nourrissent environ 4 milliards de personnes, soit la moitié de la population humaine, la part qui sort du Golfe Persique se situe, selon mes recherches, entre 8 et 12%. J'ai donc retenu le chiffre de 10% parce qu'il est pile au milieu et facile à utiliser. Donc si vous dites que 10% de la moitié de la population mondiale dépend du détroit d'Ormuz pour pouvoir se nourrir, à cause des exportations d'engrais, on peut aussi parler de la manière dont l'azote, dont l'ammoniac sont produits par le procédé Haber-Bosch, qui utilise du gaz naturel de chimie. On peut y venir, si vous voulez. Mais le résultat, c'est que 400 millions de personnes dans le monde risquent réellement la famine à cause de l'échec persistant de cette guerre, de la guerre de Trump contre l'Iran. Et surtout, Daniel, ces 400 millions de personnes ne se trouvent généralement pas aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays occidentaux typiques. Elles se trouvent plutôt dans ce que nous appelons le Sud global. Cela représente environ 5% de la population humaine qui sera confrontée à des pénuries alimentaires. Et ces 400 millions de personnes ne vont pas toutes, soudainement, ne plus avoir rien à manger. Il y aura une redistribution de la nourriture. Il y aura des pressions sociales. Il y aura une sorte de famine partagée, où un nombre bien plus important de personnes aura beaucoup moins à manger. Et les répercussions de tout ça sont désastreuses. L'une d'entre elles, c'est une migration humaine massive vers le nord. Donc ce que Trump est en réalité en train de déclencher, alors même qu'il affirme vouloir stopper l'immigration illégale vers les États-Unis, ce sont des conditions mondiales qui vont entraîner une immense, ce que Michael Young appelle, pression osmotique humaine. Des gens qui quittent des pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Yémen ou la Somalie, peut-être même, vous savez, l'Égypte dans certains cas, ainsi que des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, à la recherche de nations plus riches, où ils ne mourront pas de faim. Donc nous devons parler de ce que cela va déclencher sur le plan des conséquences sociales. Et je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. oui, et justement, je voudrais commencer par là. Vous avez évoqué le procédé Haber-Bosch que nous avons affiché ici à l'écran parce que vous dites que ce n'est pas une obscure note de bas de page industrielle. C'est la réaction chimique la plus importante pour la survie de l'humanité. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que cela signifie pour que nous puissions nous en faire une idée? Oui, absolument. Le procédé Haber-Bosch consiste à utiliser l'azote atmosphérique. Et rappelez-vous, l'atmosphère est composée d'environ 79% d'azote. Mais cet azote est très fortement lié sous forme de N2, donc d'azote lié à l'azote. Les plantes ne peuvent normalement pas accéder à cet azote présent dans l'air, parce qu'il est lié. Il faut donc séparer l'azote et former un composé azoté, l'ammoniac. Le NH3 est l'un des composés les plus faciles à produire par ce procédé. Mais pour y parvenir, il faut soumettre l'azote atmosphérique à des centaines d'atmosphères de pression et à une chaleur extrêmement élevée. Et la seule manière de le faire est d'utiliser une source d'énergie abondante et économique comme le gaz naturel. Le gaz qui sort du Golfe Persique, ou celui qui venait auparavant de Russie et arrivait en Allemagne avant la destruction des gazoducs Nord Stream, servait à l'entreprise allemande BASF pour fabriquer de gros volumes d'ammoniac, puis des produits en aval comme l'urée,
ou différents engrais azotés. Le gaz qui sort du Golfe, lui, est en partie consommé sur place dans le procédé Haber-Bosch, dans les différentes installations qui entourent la région du Golfe Persique, afin d'exporter des produits comme l'ammoniac, l'urée ou les engrais azotés. C'est une filière totalement distincte de celle des engrais à base de phosphate qui utilisent de l'acide sulfurique issu du pétrole. On pourrait en parler séparément. Mais au fond, notre monde a construit, au cours des 70 dernières années environ, une infrastructure qui permet de nourrir 8 milliards de personnes. Or, environ la moitié de ces 8 milliards de personnes ne peuvent manger que grâce au procédé Haber-Bosch. C'est pourquoi c'est le processus chimique le plus important pour maintenir l'humanité en vie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je voulais vous interroger là-dessus. Depuis combien de temps est-ce que c'est en vigueur? Parce que, si j'ai bien compris, la seule raison pour laquelle nous pouvons être 8 milliards de personnes, c'est qu'avant cela, l'approvisionnement alimentaire ne permettait pas de nourrir autant de monde. C'était donc l'une des raisons pour lesquelles nous n'étions pas plus nombreux. Mais maintenant que nous l'avons, nous pouvons en nourrir davantage, mais seulement tant que nous l'avons. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, si l'infrastructure permettant de produire des engrais de synthèse se réduit ou se contracte, alors la population mondiale devra se contracter pour atteindre un équilibre avec les infrastructures disponibles. Or, avant Haber-Bosch, vous savez, c'était des scientifiques allemands, et je crois que c'était vers 1917 ou quelque chose comme ça. Puis le procédé a été développé sur plusieurs décennies. Mais cela est issu de l'innovation allemande, à l'époque de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et les scientifiques allemands, Berlin était alors le centre d'un génie scientifique dans de nombreux domaines, notamment la chimie et la physique. Ce procédé était nécessaire parce que le monde était à court d'engrais. Avant cela, ils raclaient littéralement des excréments d'oiseaux sur des îles pour nourrir les Britanniques. Enfin, pour fertiliser les cultures qui nourrissaient les Britanniques. Ou alors ils utilisaient du fumier, n'est-ce pas? On peut prendre beaucoup de terres agricoles et utiliser du fumier de cheval, du fumier de vache, ce genre de choses. Vous savez, c'est une activité compliquée, mais on peut produire une certaine quantité de nourriture. En revanche, on ne peut pas en produire assez pour nourrir 8 milliards de personnes. Donc si nous devons revenir à l'époque du fumier animal ou des déjections d'oiseaux, alors que la quasi-totalité de ces déjections a déjà été récoltée et retirée des îles, notre planète ne pourra peut-être faire vivre que 2 milliards de personnes. Peut-être 4 milliards si on a de la chance, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que les engrais de synthèse nourrissent la moitié de la population mondiale. C'est un chiffre plutôt prudent. D'autres économistes diraient « Non, on va retomber à 2 milliards ». J'espère donc que les gens comprennent. Parce que ceux qui ne sont pas scientifiques dans ce domaine peuvent se dire « Attendez un peu, d'accord, vous n'avez pas autant d'engrais. On utilisera autre chose, mais on a les terres agricoles et on peut continuer à faire pousser des cultures sur ces terres. » Mais vous dites que ce n'est pas une question de superficie cultivable, c'est cette autre chose. Comment cela se manifeste-t-il concrètement sur une culture? Eh bien, oui, tout à fait. Les terres agricoles ne produisent des cultures qu'en fonction des intrants qu'on leur apporte, surtout quand ces mêmes terres sont exploitées depuis de très très nombreuses années. Il n'y reste plus d'engrais naturels et il faut ajouter des intrants, l'azote, le phosphore et le potassium, n'est-ce pas? Mais si vous remontez à l'Égypte ancienne ou à l'époque romaine, par exemple avec le Nil, ils dépendaient des crues du fleuve pour apporter de nouveaux nutriments. Et l'année qui suivait la crue, vous pouviez avoir des récoltes records. Les inondations étaient donc un processus naturel qui redistribuait des oligo-éléments
ainsi que des composés d'azote et de phosphore. C'était de l'engrais naturel. S'il n'y avait pas de crue, il n'y avait pas de bon rendement. C'est la même chose aujourd'hui, sauf que nous avons construit une population qui a besoin de suffisamment de nourriture et qui a besoin d'engrais de synthèse pour fonctionner. Donc, si le golfe Persique cesse de fonctionner, nous perdons environ 10% de la production mondiale d'engrais. Et cela place, comme je l'ai dit, environ 5% de la population humaine actuelle face à un risque extrême de pénurie alimentaire. Cela nous amène à l'un des points suivants que vous soulevez ici, la bombe à retardement. Avec le pétrole et son prix, comme on l'a vu au moment de la signature du protocole d'accord en juin, il y a eu une réaction immédiate. Le prix du pétrole a chuté de façon vertigineuse, probablement davantage que ce que les fondamentaux auraient justifié. Mais c'est néanmoins ce qui s'est produit. Vous dites en revanche que dans ce cas-ci, ce n'est pas comme ça, que c'est une bombe à retardement. 2027 et 2028 seront catastrophiques. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Oui, à cause des saisons de plantation et de récolte, et du fait qu'en ce moment, en Amérique par exemple, nous mangeons souvent des aliments qui ont été plantés l'année dernière. Certains ont été cultivés et récoltés l'an dernier, en 2025. D'autres sont récoltés maintenant à partir des cultures de printemps. Et ce printemps, ici en Amérique du Nord, la plupart des agriculteurs ont pu obtenir les engrais qu'ils voulaient, parce que la guerre n'avait pas encore vraiment... Nous en étions tout juste au début de la guerre, à l'époque, pendant les saisons de plantation de février, mars et avril en Amérique du Nord. Les pénuries n'avaient pas encore réellement commencé à se faire sentir. Mais tout cela change à l'automne dans l'hémisphère nord. Et quand on regarde les saisons de plantation en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Chine, en Russie, vous savez, en Amérique du Nord, c'est alors différent selon la géographie et le climat. Mais les saisons de plantation à l'automne vont être particulièrement difficiles. Les prix des engrais sont beaucoup plus élevés et la pénurie d'engrais sera un facteur. Je ne dis pas que le monde entier va mourir de faim. J'ai été très clair. Environ 5% de la population mondiale n'auront, en substance, aucun accès à la nourriture. Mais je ne dis pas que c'est 100%. C'est 5%. Les conséquences ne se feront pas sentir avant les résultats des plantations d'automne et des récoltes qui suivront. Dans certains pays, elles commencent vers novembre ou décembre. Mais c'est en 2027 que les choses vont vraiment démarrer. C'est là qu'on va réellement voir les pénuries. Et Daniel, ce qui va rendre la situation bien pire, c'est qu'une pénurie de diesel sera aussi un facteur en Amérique du Nord, au même moment. Vous allez donc avoir des prix du diesel bien plus élevés. Or, le transport représente une part importante du coût de l'alimentation, de l'agriculture et de l'exploitation agricole. Moi, j'ai des tracteurs. Je vis dans un ranch. Ces tracteurs consomment du diesel. Vous savez, énormément de diesel, ils en engloutissent toute la journée. Si le prix du diesel augmente, les prix alimentaires augmentent. Et ça, sans même parler du transport. Là, je parle seulement de l'exploitation agricole. Les Nord-Américains ne vont pas être confrontés à une famine de masse. Ils ne vont pas se manger entre eux comme des cannibales. Mais ils vont faire face à des prix beaucoup plus élevés dans les supermarchés et à une offre bien plus faible. Cela veut dire moins de choix et des rayons moins bien approvisionnés qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est ce à quoi nous allons être confrontés en Amérique. Et restons un instant sur l'Amérique. Si la guerre s'arrêtait comme par magie demain, et que le détroit recommençait à s'ouvrir, que le détroit de Bab el-Mandeb rouvrait, rien ne prouve que cela va arriver. Alors ce jour-là serait de toute façon une hypothèse située quelque part dans l'avenir. Mais supposons que cela arrive. Dans ce cas,
quelle part des difficultés dont vous parlez en Amérique du Nord est déjà inscrite dans la situation? Et dans quelle mesure cette réouverture permettrait-elle de les atténuer? Environ une saison de culture est déjà perdue, quoi qu'il arrive. Alors nous en sommes à quoi? 5 mois de guerre à peu près. Cela représente donc environ une saison de culture. C'est déjà joué, c'est déjà fait. Nous allons connaître des pénuries alimentaires. Nous allons connaître une hausse des prix des denrées alimentaires. Nous allons faire face à une crise des engrais, quoi qu'il arrive. Si cela continue encore, disons 6 mois, ou jusqu'à la fin de l'année, c'est là que les choses deviendront vraiment catastrophiques à l'échelle mondiale. Réfléchissez-y. Les sociétés peuvent redistribuer une certaine quantité de nourriture pendant un certain temps. Mais on ne peut pas perdre des calories indéfiniment tout en gardant tout le monde en vie. À un moment donné, on commence à subir tellement de famine et de mort que les systèmes immunitaires sont affaiblis, et ainsi de suite. Cela va commencer à apparaître en 2027. Donc ma prévision, c'est que vous verrez le FMI, l'ONU ou des organisations d'aide alimentaire lancer de véritables appels à des approvisionnements alimentaires d'urgence et à des collectes de fonds d'urgence dès le printemps 2027. Et tout au long de l'été 2027, l'une des principales histoires que nous verrons et que vous couvrirez sans doute, ce sera la panique alimentaire dans ces autres pays et la migration humaine massive que cela va déclencher. Cela va créer toutes sortes de pressions sur les coûts et de pressions sociales en Europe occidentale, par exemple, voire aux États-Unis, parce qu'il y aura cette énorme vague migratoire venant du Sud. D'accord. Alors où situez-vous cela? Parce que vous dites que cela ne concerne que 5% de la population. Et les gens se disent, bon, la planète est vaste, il y a 8 milliards d'habitants. Mais vous dites que ce ne sera pas réparti de manière générale sur l'ensemble du globe. Ce sera concentré dans certains endroits particulièrement vulnérables. J'imagine, corrigez-moi si je me trompe, que c'est de là que viendraient ces migrations. Quels sont les pays qui vous inquiètent le plus? Oui, vous avez raison. Parmi ces pays, il y a le Bangladesh, l'Inde dans une certaine mesure. J'ai mentionné la Somalie, le Nigeria, le Yémen. Et en Amérique centrale et en Amérique du Sud, surtout en Amérique du Sud, il y a des pays où la pression liée aux pénuries alimentaires est déjà très forte. Et si vous regardez par exemple les organisations de l'ONU aujourd'hui ou l'OMS, elles vous diront quels pays sont actuellement au bord du basculement. Par exemple, chaque année, en Somalie, des millions de personnes sont au bord de la famine. Sans aide alimentaire, ces personnes ne survivraient pas une année normale. En 2027, cette pression sera bien pire. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura suffisamment d'aide alimentaire internationale pour tout le monde. Parce que regardez les États-Unis, nous allons subir une baisse des rendements agricoles. Pas une famine massive, mais soit il y aura plus cette grande abondance de cultures pleinement envoyées au reste du monde. Quelle sera la volonté politique et économique de l'administration Trump de sauver des gens en Somalie avec des approvisionnements alimentaires supplémentaires? Ce n'est probablement pas en tête de liste à la Maison-Blanche, j'imagine. Donc sauver des gens grâce à des approvisionnements alimentaires, même si vous pensez que la Chine pourrait intervenir et tenter d'aider les personnes qui ont faim au Pakistan, en Inde ou ailleurs, la Chine ne peut pas non plus produire assez de nourriture pour nourrir sa propre population lors d'une année normale. La Chine importe des quantités énormes de soja, de riz, de tout ce qu'on veut, et de blé depuis le reste du monde. Il n'existe donc pas de gigantesque réserve alimentaire stratégique, comme il existe une réserve stratégique de pétrole qui pourrait nous faire tenir jusqu'en 2027 ou 2028. Ça n'existe pas. Il y a de petites réserves alimentaires, mais comme les réserves de pétrole,
elles commencent à être entamées, elles vont s'épuiser. Et donc ces pays-là vont être les plus durement touchés parce qu'il n'y aura pas... Enfin, nous serons déjà dans une période de pénurie et de prix élevés. Nous n'aurons donc pas beaucoup de surplus à envoyer. J'imagine que ce sera aussi le cas en Europe. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez des inquiétudes concernant les migrations forcées. À quoi cela va-t-il ressembler? Et enfin, commençons ici, aux États-Unis, parce que c'est évidemment un énorme sujet politique brûlant en ce moment avec l'ICE et tout ce genre de choses. Que va-t-il se passer si l'on ajoute à cela des personnes qui arrivent en nombre encore plus important qu'avant? Eh bien, la pression sera énorme. Partout, la famine deviendra très grave. Les gens partiront volontairement pour tenter de survivre dans ce qu'ils perçoivent comme un pays plus riche, généralement des pays situés plus au nord. Donc il y aura des gens au Moyen-Orient. Enfin, commençons par l'Afrique. Des gens vont traverser la mer, ils vont arriver directement au Maroc et en Espagne, puis finalement en Italie, en Grèce et ailleurs. En ce moment, beaucoup de pays européens s'inquiètent de ce qu'ils appellent des invasions venant d'Afrique subsaharienne ou de certaines régions du Moyen-Orient. Avec la famine, ce sera bien pire. Et puis vous savez, qu'en sera-t-il des gens qui ont faim en Inde? Vous savez, le gouvernement subventionne actuellement les engrais dans toute l'Inde pour que la nourriture reste abordable. Il est très difficile de nourrir 1,3 milliard de personnes, ou peut-être davantage aujourd'hui, surtout dans un contexte de pénurie mondiale. Donc, vous allez voir des migrations, vous allez voir des gens essayer de... Même depuis l'Asie du Sud-Est, ils pourraient tenter d'entrer en Chine, où ils pensent qu'il y a davantage de nourriture. La Russie est en réalité relativement bien placée par rapport à la plupart des autres pays, parce qu'elle est plus autonome et plus autosuffisante. La Russie produit elle-même ses phosphates destinés aux engrais, et elle dispose de son propre système agricole, très développé. En plus, les Russes ont une mentalité de préparation. Ils sont habitués à se tenir prêts à affronter des hivers rigoureux dans une grande partie du pays, évidemment. Donc la Russie va probablement s'en sortir le mieux dans tout ça. Les États-Unis vont subir une forte pression migratoire et il y aura beaucoup de mécontentement intérieur parce que la nourriture sera devenue inabordable pour les Américains qui votent. Donc je pense que l'une des choses qui va frapper très durement le Parti républicain, pas seulement lors des prochaines élections de mi-mandat, mais probablement aussi en 2028, c'est que Trump sera tenu pour responsable, à mon avis, d'avoir provoqué ces conditions mondiales qui rendent la nourriture inabordable et l'énergie ainsi que le carburant bien plus chers pour ceux qui peuvent se les payer. Il y a donc un sérieux retour de bâton social qui se prépare aux États-Unis. Et la Chine? Vous avez aussi un peu parlé de l'Inde. Ce sont évidemment des pays très grands. Comment vont-ils s'en sortir, sachant qu'ils sont clairement importateurs nets de tous les produits pétroliers? Quel impact cela aura-t-il sur leur agriculture? La Chine a beaucoup de prévoyance. Donc bien sûr, elle dispose d'énormes réserves de pétrole. Elle a commencé à les entamer, mais elle est encore très loin des niveaux d'urgence que nous approchons aux États-Unis. C'est la même chose pour l'alimentation. La Chine a donc stocké des quantités massives de blé, de soja et de riz, et elle va puiser dans ses réserves. La Chine est probablement mieux placée que presque tous les autres pays, à l'exception de la Russie, pour survivre à cela. Mais à terme, la Chine devra soit payer des prix plus élevés pour surenchérir afin d'obtenir des approvisionnements alimentaires auprès des pays qui en produisent. Et cela va devenir difficile, car le choc énergétique réduira les rendements, et le choc des engrais réduira aussi les rendements dans les pays qui sont des producteurs et exportateurs nets de denrées alimentaires.
Et en plus de ça, la Chine dépend des États-Unis pour une grande partie de ses importations alimentaires. Or, toutes ces cultures et tous ces rendements agricoles vont aussi être affectés aux États-Unis. Bien sûr, la Chine a un système de contrôle vertical. La Chine n'est pas connue pour ses révoltes populaires venues de la base. Elle ne connaîtra probablement pas de soulèvement populaire en colère ou quoi que ce soit de ce genre. Mais si nécessaire, elle répartira les souffrances sur l'ensemble de la population et le peuple endurera. La Chine s'en sortira donc, mais beaucoup de pays occidentaux pourraient être confrontés à des troubles sociaux. Oui, beaucoup de nos façons de fonctionner, ainsi que les attentes et le sentiment que tout nous est dû que nous avons eu, je pense que ça ne nous réussira pas quand la pénurie arrivera, même à elle seule. Je crois qu'on va l'apprendre. Autre chose, si vous me permettez de le souligner, Daniel, le fait que la nourriture va devenir plus rare et bien plus chère rend la production alimentaire à domicile beaucoup plus rentable. Avant, quand les gens faisaient un potager chez eux, ils pouvaient dépenser une fortune. Ils pouvaient faire pousser les tomates les plus chères du monde, bien plus chères que celles qu'ils pouvaient acheter au supermarché. Mais tous les facteurs dont vous et moi parlons vont bouleverser cela. Et il y aura un retour des jardins de la victoire, comme on les appelait dans ce pays à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les jardins de la victoire, c'est la décentralisation. On va y venir. Enfin non, allons-y tout de suite, puisqu'on en parle. Il y a d'autres choses dont je vais parler, mais je sais que l'une de vos entreprises, ou l'un de vos services, je suppose, aide les gens à comprendre comment ils peuvent traverser ce genre de situation, que ce soit avec des provisions d'urgence ou autre chose. Que peuvent faire les gens dès maintenant, s'ils voient ce qui arrive? Peut-être même dans un an, alors que ce sera déjà inévitable. Et a fortiori, si la guerre se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Que peuvent-ils faire dès aujourd'hui pour mieux s'en sortir plus tard? D'accord, bien sûr. Et si ça ne vous dérange pas, mon principal site vidéo, c'est brightvideos.com. C'est là que les gens peuvent me suivre. Et j'y mets beaucoup d'informations pratiques. Mais l'une des principales choses que les gens peuvent faire, c'est commencer à faire du compost dès aujourd'hui. Parce que le compost, moi j'appelle ça de l'or noir. Le compost doit vieillir. Il faut une activité microbiologique. C'est en réalité un potentiel alimentaire. Donc, si vous pouvez composter vos déchets de cuisine ou autre chose et commencer à constituer un tas de compost, vous en aurez besoin en 2027 parce que ça vous aidera à cultiver plus efficacement. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aller dès maintenant dans un magasin d'aliments pour animaux et acheter de l'engrais. C'est plus cher qu'il y a 6 mois, mais on peut encore en trouver. Et dans 6 mois, ça aura essayer une tour. À n'importe quel prix, oui. Alors, faites des réserves d'engrais, mais pas au point qu'on vous prenne pour Timothy McVeigh, vous voyez. No, Mab, oui. Is it at star? Oui, mais suffisamment pour que vous puissiez expliquer, oui, c'est pour la production alimentaire, n'est-ce pas? Parce que c'est en quelque sorte, si l'on peut dire, de l'or blanc, n'est-ce pas? De l'or blanc parce que la plupart des engrais azotés sont de couleur blanche et sous forme de granulés. C'est comme une batterie pour la production alimentaire et ça va avoir une valeur considérable dans les jours à venir. Et puis bien sûr, il faut des graines de jardin, des graines anciennes. Vous savez, je recommande toujours des graines anciennes, non OGM, afin de pouvoir conserver les graines de génération en génération. Le fait est, Daniel, que nous descendons tous de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents pionniers qui vivaient ainsi. Ils faisaient ça tout le temps. Et nous devons nous souvenir de ce savoir. Nous devons nous souvenir de ce que nos grands-parents nous ont appris.
Et ce savoir va nous sauver la vie en ce moment, parce que vous n'avez pas besoin de produire toute votre nourriture pour surmonter ça. Mais si vous pouvez compléter votre alimentation avec 20% de choses que vous cultivez vous-même, vous économiserez une fortune par rapport à ce que la nourriture va coûter au supermarché. Et vous aurez aussi une meilleure densité nutritionnelle, ce qui améliorera votre santé. Et puis le jardinage, c'est bon pour la santé. Mettre les mains dans la terre, sortir et faire pousser de la nourriture, c'est une activité saine. Atou, vous êtes le ranger de la santé. Oui, c'est bien. Oui, et je cultive aussi une partie de ma nourriture. J'encourage tout le monde à le faire. Il y a aussi tout un domaine qui consiste à récolter des aliments sauvages, parce qu'il y en a énormément qui poussent autour de nous. Et je ne parle même pas de la chasse. Certaines personnes le font. Mais simplement récolter des aliments sauvages. Par exemple, dans mon ranch au Texas, on a des cochons sauvages qui déterrent sans arrêt des oignons sauvages. Mais j'ai aussi des glands. Et si vous savez comment les récolter et les traiter, il faut en retirer les tanins. C'est un procédé simple. Alors vous pouvez faire des crêpes aux glands. Vous pouvez avoir de la farine de glands et des crêpes aux glands. Je sais mieux que la plupart des gens vivre de ce que fournit la terre, et il y a d'autres experts qui en savent plus que moi. Donc nous ne mourrons pas de faim. Et y a-t-il des ressources quelque part sur votre site? Oui, si quelqu'un veut savoir comment faire ça. Oh oui, ce sont des thèmes dont je parle souvent. Je n'ai pas une vidéo en particulier qui se concentre là-dessus, je pense, mais ce sont des sujets que j'aborde régulièrement sur Brighteon.com. Très bien, d'accord. Eh bien oui, Gary l'affiche à l'écran, juste là. D'accord. Alors revenons à votre article, parce qu'il y a là une question distincte qui, à mon avis, est vraiment importante. Le bilan moral. C'est une guerre contre le genre humain. Ce n'est pas simplement une guerre contre l'Iran, avez-vous écrit. C'est une guerre contre les populations les plus vulnérables du monde, qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit. La question n'est pas de savoir si cette famine va se produire. La question est de savoir si nous allons la laisser se produire. Les actions de Trump risquent de tuer davantage d'innocents que n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que les chiffres ne mentent pas. Pouvez-vous développer un peu ce point? Oui, merci de soulever ce point. Il y a une dimension morale ici qu'il faut vraiment prendre en compte au regard de l'histoire. Le nombre de personnes qui pourraient mourir à cause de ce conflit pourrait en réalité dépasser celui de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important de le préciser. Ce serait le cas si le conflit se poursuit. Si ce conflit s'arrête demain, ce ne sera pas aussi grave. Mais s'il continue, il pourrait facilement dépasser ce bilan. On pourrait voir des dizaines de millions de morts, rien qu'à cause de la famine au cours des prochaines années. Et la majorité de ces décès surviendraient en dehors de la région de la guerre. Donc on ne parle même pas d'Iraniens, d'Américains ou d'Israéliens qui mourraient dans de telles proportions. On parle de gens au Bangladesh, on parle d'Africains qui meurent. On parle de Somaliens qui meurent, d'accord, ou de Sud-Américains. Et c'est quelque chose dont, à mon avis, la Maison-Blanche ne tient pas suffisamment compte. Ils ont leur vision très étroite. Il ne faut pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Très bien. Mais est-ce que ça vaut la peine de tuer 30 millions de personnes qui vivent ailleurs dans le monde pour essayer d'atteindre cet objectif qui, de toute façon, n'est probablement pas réalisable? Le coût de tout ça, ce sont des vies humaines, en dehors de la zone de combat. Et ce ne sont pas les bombes américaines qui tueront le plus de monde. C'est le manque de nourriture. Presque personne n'en parle. C'est pour ça que je suis vraiment heureux que vous m'invitiez, parce que c'est une question cruciale. C'est à ce stade une question humanitaire. Cette guerre est une guerre contre l'humanité.
Oui, voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai vu votre article, j'ai senti que c'était vraiment important. Parce qu'il y a des effets de second ordre dont pratiquement personne ne parle, à part vous et les quelques autres personnes que vous avez mentionnées il y a un instant. Et il faut faire passer ce message pour que les gens comprennent l'urgence de mettre fin à cette guerre. Et ça nous amène en quelque sorte à votre dernière partie que vous dites avoir écrite plus tôt ce mois-ci. La population mondiale, qui compte plus de 8 milliards de personnes, dépend d'un réseau fragile de gaz naturel, de pétrole et de chimie en aval, qu'il a fallu plus de 60 ans pour construire. Si nous perdons 25% de ces intrants essentiels, le système s'effondre. La seule façon d'éviter cette famine, c'est de mettre fin à la guerre et de rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz, et par conséquent, Bab el-Mandeb. Rien d'autre ne fonctionnera. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que si on continue comme ça, avec 25% de ces intrants essentiels en moins, le système s'effondre. Expliquez-nous comment ça fonctionne, parce qu'on pourrait se dire, d'accord, 25%, c'est terrible, mais cela veut dire que 75% vont bien. Alors comment tout le système peut-il s'effondrer si ces 25% disparaissent? Eh bien, à cause de la dépendance à des choses comme l'acide sulfurique pour produire les engrais phosphatés, n'est-ce pas? Bien sûr, le pétrole brut acide qui vient de pays comme l'Arabie saoudite et l'Iran est désulfuré pendant le raffinage. Ce soufre devient la matière première utilisée pour fabriquer l'acide sulfurique. L'acide sulfurique sert à extraire le phosphore du minerai de roche phosphaté. Ce phosphore va dans le secteur agricole. D'ailleurs, il existe une autre filière. Du phosphore de haute qualité et de grande pureté est utilisé dans les batteries au lithium fer phosphate ou batteries LFP qui alimentent le réseau électrique à mesure que le réseau passe aux technologies éoliennes et solaires. Donc, mon propos, c'est que si vous perdez le pétrole, vous perdez le soufre. Si vous perdez le soufre, vous perdez l'abondance d'acide sulfurique. Vous perdez cela, vous perdez l'abondance des engrais phosphatés, et ainsi de suite. Donc ces problèmes commencent à s'accumuler. Et d'ailleurs, si vous perdez la mer Rouge, et je sais que vous avez traité ce sujet, Daniel Davis, si vous perdez la mer Rouge, vous perdez environ 60% du transport maritime mondial de ces éléments. Ou alors, s'ils empruntent une autre route, vous ajoutez 3 ou 4 semaines au délai. Et là, vous créez un retard supplémentaire dans le système. Vous voyez, nous vivons dans un système mondial en flux tendu, pour la nourriture, les engrais, le gaz naturel, l'acide sulfurique, le pétrole. Toutes ces choses sont liées les unes aux autres, d'une manière qui crée un système en flux tendu, dans lequel l'être humain moyen ne peut pas vivre plus de 45 jours sans nourriture. Alors, que se passe-t-il si vous avez un trou de 50 jours? Cette personne est morte. Vous ne pouvez pas simplement dire aux gens « Oh, attendez juste 180 jours, la nourriture arrivera après la fin de la guerre, restez là et jeûnez pendant 6 mois. » Ça ne marchera pas. D'accord? Nous sommes des êtres fragiles dans un monde d'interdépendance que cette guerre est en train de fracturer. Et en plus de ça, à mon avis, c'est une entreprise insensée pour les États-Unis que d'essayer de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz à cause de la géographie. Dieu a donné le détroit d'Ormuz à l'Iran. Bombarder pour essayer de reprendre le détroit, c'est comme essayer de faire la guerre à la géographie. Et ça ne marchera tout simplement pas. Ce n'est pas le cas, et nous sommes en train de le prouver. Ça a toujours été insensé quand Trump disait « Oh, je vais juste prendre le contrôle de ça et je vais imposer une taxe de 20%. » Ça a toujours relevé du fantasme, parce que vous êtes à des milliers de kilomètres et eux sont sur place. Mais évidemment, ça ne s'est pas produit, parce que c'est devenu évident en quelques jours. Et donc,
on ne l'a plus entendu parler de ça pendant un certain temps. Écoutez, c'est vraiment important, parce qu'il me semble que si je comprends bien ce que vous avez dit, ce système en flux tendu, ce système très complexe qui maintient en vie 8 milliards de personnes, fonctionne correctement s'il n'y a pas de guerre. C'est bien ça? Oui. Eh bien, c'est exactement ça. Ça fonctionne à peu près tant que le canal de Suez est ouvert, que le détroit d'Ormuz est ouvert, que le détroit de Malacca est ouvert, que le détroit de Gibraltar est ouvert et que le canal de Panama est ouvert. Et si tout fonctionne correctement, alors tout va bien. C'est sur ce biais de normalité que les gens s'appuient aujourd'hui. Ils supposent que l'avenir ressemblera au passé, parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Je peux vous l'assurer, vous avez reçu des experts comme le Dr Chris Martenson qui l'a confirmé. Je peux vous assurer que l'avenir ne ressemblera pas à 2025. Ce n'est même pas une prédiction, c'est une projection de ce qui s'est déjà produit. Cette crise a donc déjà eu lieu. Maintenant, elle se propage simplement à travers la chaîne d'approvisionnement. Et à l'heure actuelle, c'est un problème sur 5 mois. On peut y survivre. Ce n'est pas la fin du monde. Si nous arrivons à la paix maintenant, si cela devient un problème de 10 mois ou de 2 ans, alors la situation devient catastrophique. Pas seulement pour l'économie et l'industrie de la civilisation humaine, mais pour la survie de l'ensemble de la population humaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je ne veux pas devoir venir dans votre émission, Daniel Davis, pour parler des raisons pour lesquelles nous avons perdu 100 millions de personnes, parce que ce serait une tragédie, et c'est totalement évitable. Et c'est pourquoi, dans cette dernière partie, le seul moyen d'éviter cette famine, c'est de mettre fin à la guerre et de rouvrir les détroits. Rien d'autre ne fonctionnera. Alors, presque toutes ces autres questions géopolitiques, l'arrogance et les égos des différents dirigeants, peu importe. Ce qui compte, c'est de rouvrir les détroits pour que le système puisse se remettre en marche. Et ça prendra du temps. Au fait, selon vous, combien de temps faudrait-il pour que la pensée rationnelle revienne chez beaucoup de ces gens? Qu'ils reconnaissent cela. Peut-être qu'ils ont regardé votre émission récemment, qu'ils ont lu l'un de vos articles, et qu'ils se disent « Merde, il faut qu'on en finisse avec ça tout de suite. » Et que, lundi matin, tout soit terminé. Que tout le monde rouvre tous ses détroits et ses voies de passage, et ainsi de suite. Selon vos projections, combien de temps faudrait-il pour que le système se remette en place et retrouve le fonctionnement qu'il avait le 27 février? Eh bien, ce serait bien après la fin de cette année civile. Cela ne fait aucun doute. En fait, je ne pense pas que nous reverrons un jour le Golfe Persique retrouver les mêmes volumes de sorties qu'en janvier de cette année. Je ne pense pas que cela arrivera un jour. Certaines des puits de pétrole ne produiront tout simplement jamais le même débit qu'avant. Et puis, il y a l'assurance maritime. Qu'en est-il des équipages? Qui va s'engager? Oui, inscrivez-moi. Je vais monter sur un navire et aller dans le Golfe Persique, alors qu'il pourrait y avoir un accord de paix. Je veux dire, qui va faire ça, hein? Je ne pense pas, enfin, j'essaie pas de plomber le moral de tout le monde, mais je ne pense pas que ça redevienne un jour comme avant. Est-ce qu'il y aura certains flux qui en sortiront? Oui, absolument. Est-ce que le Qatar a intérêt à remettre en service tous ses trains de production de gaz naturel? Oui. Mais même eux ont dit qu'il faudrait 3 à 5 ans pour réparer les 2 trains qui ont été détruits. 3 à 5 ans. Daniel, et à l'heure actuelle, cela représente une perte de 17% de leur produit de gaz naturel. C'est un gros coup. Donc je veux dire, c'est dans leur communiqué de presse, d'accord? Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Et encore une fois, le Dr Martenson peut vous donner encore plus de détails sur le pétrole, comme certains des autres experts que vous avez invités.
Vous avez beaucoup d'excellents experts qui interviennent et qui appellent désespérément à la paix. Pour certaines, des mêmes raisons que celles dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est plus une guerre entre 2 ou 3 nations. C'est une guerre pour l'humanité. Je veux dire, toute l'humanité est exposée à un certain niveau de risque à cause de ce conflit qui se poursuit. Et à mon avis, Trump et Hegseth doivent quitter la région. Qu'ils trouvent un moyen de déclarer victoire. De toute façon, certaines personnes y croiront. Peu importe, qu'ils déclarent simplement victoire. Qu'ils partent, qu'ils laissent le détroit ouvert. Qu'ils laissent l'Iran imposer une taxe environnementale d'$1 million par navire. Au moins, nous ne perdrons pas des dizaines de millions de personnes. Oui, je veux dire, c'est ce que je soutiens depuis le début de cette guerre. Le plan de retrait, comme nous l'appelons, reste désespérément nécessaire, même aujourd'hui, aussi désastreux qu'il puisse être politiquement pour le président Trump et pour l'humanité. Ils peuvent jouer autant qu'ils veulent sur les mots, mais il faut ouvrir physiquement tout ça pour que ces populations vulnérables ne subissent pas elles-mêmes de préjudice, puis ne provoquent pas d'effet en cascade pour l'Amérique et l'Europe occidentale. C'est là qu'elles iront si elles ne peuvent pas manger. Enfin, c'est pas difficile à comprendre. Vous le comprenez parce que vous êtes une bonne personne, Daniel, et que vous avez de la compassion pour vos semblables. Je regarde votre émission depuis longtemps, et ce que je partage avec vous, c'est que nous avons un amour fondamental pour nos semblables. Nous ne nourrissons pas automatiquement de haine envers des gens à cause de leur religion ou de leur nationalité. Nous ne détestons pas les Russes simplement parce qu'ils sont Russes. Nous ne détestons pas les Chinois simplement parce qu'ils sont Chinois. Nous ne détestons pas les pratiquants de l'islam parce qu'ils pratiquent l'islam. Nous croyons que tous les êtres humains ont le droit d'exister et d'avoir accès à la nourriture. Et nous comprenons que la rareté est fabriquée artificiellement, alors que Dieu et Mère Nature nous donnent cette abondance naturelle. Mais l'humanité intervient et s'en mêle, puis c'est elle qui en paye le prix. Et vraiment, merci d'être venu aujourd'hui. Nous soutiendrons tout votre travail parce que nous travaillons clairement de concert sur ce sujet afin d'éviter certaines de ses pires conséquences. Et que Dieu nous vienne en aide si nous continuons comme ça, surtout, comme vous l'avez dit, au-delà même de cet été. Il y aura de vrais problèmes. Mais maintenant, nous savons quels ils sont. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur de vous rejoindre. Eh bien, merci beaucoup. Nous aurons plaisir à vous revoir bientôt. J'espère que ce ne sera pas pour les mauvaises raisons que vous avez évoquées il y a une minute. Mais notre public ici adore votre émission et apprécie votre travail, quoi qu'il en soit. Je suis donc sûr que nous vous recevrons de nouveau très bientôt. Merci beaucoup. Merci, monsieur, et à la prochaine. On vous retrouve tous dans le prochain Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.